Merci beaucoup, Jane et Simon, pour vos présentations et pour avoir présenté vos idées de façon aussi claire et pour être donc avec nous aujourd'hui. J'espère donc continuer cette conversation. Bonjour Jane, rebonjour Simon. Jen, de nombreuses choses m'ont surpris dans votre présentation. Je crois qu'il est très utile d'avoir une vue aussi utile de ce que peut être le captage direct de l'air et l'énergie nécessaire pour justement le stockage. Et Simon, je trouve très intéressant votre façon d'encadrer le débat sur ce qu'il faut envisager face à ce captage direct de l'air et à la gouvernance. Donc, j'aimerais rappeler à nos participants qu'ils peuvent envoyer leurs questions dans la boîte de questions et réponses. Nous y répondrons au fur et à mesure que nous les recevrons. Mais nous allons commencer par une question d'ordre général. Où en est la recherche? Qu'est-ce que l'on étudie actuellement? Dans quelle mesure? Dans quel domaine on étudie? Jane? Merci beaucoup. Le captage direct de l'air fait l'objet de peu d'applications par rapport à ce qu'il faudrait. Il y a des entreprises comme Climeworks qui a une technologie commerciale et il y a de nombreux projets sur toute la planète, mais nous parlons de l'absorption de milliers de tonnes de CO2 par an. Et il y a un autre projet qui est mené en Islande où on minéralise du CO2 qui est capté donc de l'atmosphère et qui est stocké dans des formations de basalte, donc c'est une absorption réelle. Une grande partie des projets n'envisagent pas d'injecter du carbone dans la terre, mais d'utiliser ce carbone à d'autres fins, comme par exemple les boissons ou le combustible. C'est la raison pour laquelle le captage direct de l'air se fait encore à petite échelle. Il y a un autre projet intéressant qui est Climate Engineering, qui est un projet en cours, qui devrait être mis en cours en 2023, avec une centrale dans laquelle seraient éliminées des milliers de tonnes de CO2 par an. Et ces deux initiatives ne sont pas en phase de recherche, elles sont déjà commerciales, ce sont des technologies commerciales, mais elles restent chères. Donc, il est très important de construire plus d'installations pour apprendre de ce processus et réduire les coûts. En plus de ces technologies d'avant-garde qui restent chères, il y a d'autres types de technologies qui ne sont pas encore aussi avancées et qui sont en phase de recherche, mais qui pourraient peut-être être plus efficaces si elles fonctionnaient. Ce sont des technologies qui sont liées entièrement à l'électrochimie, par exemple, c'est-à-dire que l'électricité est la seule énergie qui est utilisée pour alimenter le système. Et il y a une initiative qui s'appelle ElectroSwing, qui est d'électrochimie, Climeswork et Climate Engineering, qui utilise des projets qui sont totalement dominés par l'énergie thermique. Mais ce sont des projets les plus avancés. Il faut également mentionner une autre initiative que l'on retrouve souvent dans la presse, qui est Global Thermostat. Global Thermostat en est un peu à terrain médian. Ils n'ont pas encore un projet sur pied, mais ils pourraient le démarrer dans les prochains brièvement. Donc voici la situation dans laquelle nous nous trouvons. On absorbe à peine des milliers de tonnes de CO2 par an, alors qu'il faudrait que nous en absorbions des millions par an. Certains participants le savent peut-être, mais d'autres peuvent se demander ce que signifie d'éliminer de telles quantités, des millions de tonnes, donc de CO2 par an. C'est de l'ordre des mégatonnes, des gigatonnes. Bon, à la moitié du siècle, tel qu'il est reflété dans le rapport dont j'ai parlé dans ma présentation, et de l'Académie des sciences, et nous calculons qu'il va falloir éliminer 10 gigatonnes de CO2 par an et qu'à partir de 2050, ce seront 20 gigatonnes par an. Mais actuellement, nous avons le potentiel technique pour absorber 100 gigatonnes de CO2 par an.
pour moins de 100 dollars la tonne, mais pas avec le captage direct de l'air, car ceci est plus cher, mais donc avec d'autres alternatives comme le captage et le stockage, l'utilisation de la biomasse. Nous avons, par exemple, devons savoir quelle est la biomasse résiduelle qu'il y a et où elle est et quel potentiel il y a à l'utiliser pour pouvoir, comme matière première. Il y a aussi des initiatives liées au boisement, au reboisement, le carbone bleu, l'amélioration de la météorisation, le stockage de carbone dans le sol. Toutes ces alternatives doivent faire partie de la solution pour éliminer du CO2 de l'atmosphère. Et le coût de ces solations qui sont fondées sur la nature est moindre que celui qui est lié à des initiatives ou alternatives plus technologiques. Mais avec notre rapport, nous devons donner le cadre de recherche dont on a besoin. Nous savons que la minéralisation ou le captage direct de l'air soit sont plus chers ou alors ne sont pas encore prêtes du point de vue technique, mais il faut commencer à les appliquer dès maintenant car ces technologies existent, comme par exemple celles que utilise Climework et Climate Engineering pour qu'à la moitié du siècle, nous puissions avoir un prix en dessous des 100 dollars la tonne, par tonne. Et donc, cela pourra jouer un rôle fondamental pour compenser toutes ces tonnes qu'il faudra absorber dans la deuxième moitié du siècle, en passant de 20 gigatonnes à 20 gigatonnes. Et si on ne commence pas dès maintenant, comme on va difficilement pouvoir absorber des millions, car il faut d'abord en absorber des milliers avant de passer à une échelle plus grande. Merci. Donc une question d'ordre général avant de passer à celle de nos participants. La voici. Il semble qu'actuellement, le débat autour de le captage direct de l'air et la gouvernance qui est liée est en quelque sorte inscrite dans la relation qui existe, la réaction réelle ou perçue entre le captage direct de l'air et le captage et stockage traditionnel. Actuellement, le captage et stockage traditionnel s'utilise essentiellement pour la récupération assistée du pétrole. Est-ce que vous pourriez en dire quelque chose? Quels sont les pour et les contre? Et quelle est la relation qui existe entre le captage direct de l'air et le captage et stockage plus traditionnel? Quel type de mesures ou de politiques peuvent être établies pour les lier ou pour les séparer? Merci beaucoup. Il y a une série de pistes techniques qui relient le captage et le stockage du carbone au captage direct de l'air, du carbone. Et il est clair que si nous voulons atteindre des émissions négatives, il faut que nous absorbions du CO2 où il est émis, mais également il faut trouver des façons de l'éliminer de l'atmosphère à long terme et de le stocker de manière permanente. Donc l'élément stockage du carbone est fondamental pour pouvoir atteindre les émissions négatives grâce à l'absorption du CO2. Mais les choses sont plus compliquées car très souvent les moyens de communication font une sorte parlent de l'élimination du CO2 avec une certaine confusion entre l'absorption du CO2 et le stockage de façon permanente ou bien de l'utiliser à d'autres fins, ce qui n'est pas la même chose, car si on utilise le CO2 que l'on a absorbé pour générer des combustibles, ce combustible peut être faible en carbone, mais il ne va pas atteindre des émissions négatives. Donc, il est fondamental de bien comprendre toutes ces nuances qui entourent chacune de ces approches. Pour ce qui est des mesures, et comme le disait Jen, il faut penser au rôle joué par les entreprises pétrolières et de combustibles fossiles. Et nous entrons un peu sur une pente glissante, car ce serait très bien que les entreprises pétrolières soient des agents fiables qui vont œuvrer pour les intérêts du climat, mais ce n'est pas comme ça. Et l'histoire nous a démontré que ces entreprises ne sont pas fiables
pour pouvoir s'occuper de l'environnement. Donc il existe une série de tensions comme de danse entre la communauté environnementale qui est très intéressée pour explorer ces options et le rôle que jouent les entreprises pétrolières, car ce sont elles qui ont les connaissances techniques et la capacité de mettre en marche les initiatives qui doivent être donc mises sur pied. Donc cette relation qui existe actuellement est très intéressante, mais nous nous exposons au risque de donner tout le pouvoir aux compagnies pétrolières et ce ne serait pas adéquat. Donc il faut commencer à réfléchir là-dessus et je n'ai pas la réponse à cette question de savoir comment concilier les intérêts des compagnies pétrolières et de la communauté de l'environnement. Mais il faut vraiment réfléchir là-dessus. Oui, effectivement, c'est la partie la plus difficile de l'équation. Et le plus difficile, c'est aussi si l'on regarde l'histoire des compagnies pétrolières et gazières, on voit qu'elles ont utilisé le CO2 pour la récupération assistée du pétrole depuis 1972 dans le bassin permien au Texas. Et il est clair qu'elles ont une très vaste expérience de dizaines d'années et il n'y a jamais eu d'incident de fuite de CO2. Pourquoi? Parce que on stocke le CO2 avec les mêmes mécanismes qui ont permis de le stocker qui ont été stockés naturellement du gaz et du pétrole pendant des millions d'années. Et ça a été découvert de façon accidentelle à la fin des années 60, je crois que c'était BP qui cherchait du gaz et qui est tombé sur un dépôt de pétrole de grande pureté. Et il y avait également des études à l'époque sur le CO2 comme agent sulfatant pour la décaféination et d'autres projets également qui étaient très critiques. Donc, ont été combinés ces deux éléments, le CO2 comme source naturelle qui était extrait des roches et les connaissances accumulées par la communauté scientifique de façon à ce qu'on a commencé à utiliser le CO2 pour la récupération assistée du pétrole. Comment pouvait-on améliorer cette extraction du pétrole après avoir augmenté la pression avec l'eau des inondations? Et on pouvait changer la densité, la viscosité, la tension en surface. Et c'est ainsi qu'on a commencé à utiliser le CO2 à ses fins. Jusqu'à présent, la plus grande partie du CO2 utilisé pour ceci est obtenue de sources naturelles et il n'y a pas d'émission car le CO2 est extrait dans un dépôt, dans un endroit donné et s'utilise comme combustible dans un autre endroit et donc il n'est pas libéré dans l'atmosphère. Les émissions de CO2 sont libérées avec les processus de raffinage de pétrole ou quand on utilise notre voiture par exemple comme combustible. Mais si nous voulons que le captage direct de l'air soit réalisé de façon responsable et qu'il puisse être utile pour des secteurs où il est difficile de réduire les émissions, comme la construction ou les combustibles, il ne faudrait pas relier le captage direct de l'air à la récupération assistée du pétrole. Et c'est pour ceci que il faut donc établir une différence plus importante entre le captage de CO2 et la récupération assistée du pétrole. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'a échoué le projet de Petranova, car le carbone qui était capturé dans cette usine était utilisé pour la récupération assistée du pétrole et quand le prix du pétrole baissait, il était trop cher d'utiliser ce carbone d'origine anthropique que de se servir du carbone obtenu de sources naturelles. Donc, si nous voulons vraiment miser sur cette approche, il faut faire ceci car ça doit faire partie de la solution et il faut donc créer une gouvernance qui gère de façon responsable ces initiatives sur d'autres projets. L'une des questions, par exemple, a trait aux applications très ciblées nous avons et comment nous pouvons les élargir. Et
On utilise 80 millions de tonnes de CO2 par an aux États-Unis, dont 72 sont utilisées pour la récupération assistée du pétrole. C'est-à-dire qu'il faut d'autres utilisations. Climeworks, par exemple, utilise cette approche et absorbe des milliers de tonnes de CO2. Mais évidemment, c'est très peu. C'est un projet très intéressant pour mettre en marche cette technologie, mais il faut élargir cette échelle d'absorption. Il faudrait absorber 750 000 tonnes par an ou 1 million par an. Et quelles sont les options qui s'offrent à nous pour ceci? Quelle utilisation vont avoir toutes ces tonnes? Eh bien, on pourrait simplement les stocker dans des puits dédiés donc à cet effet. Et il y a d'autres secteurs, comme le disait Simon, qui est celui du béton. Le béton produit également des émissions qui sont de l'ordre de gigatonnes et il y a différentes initiatives aujourd'hui. Il y a une entreprise qui s'appelle Svante qui capture du CO2 émis par les fours à béton et qui travaille par exemple avec Lafarge, qui est l'un des plus grands cimentiers au monde. Et donc actuellement, ce captage de carbone évite qu'il y ait une émission donc de CO2 dans l'atmosphère, mais par exemple, si nous regardons le processus de la formation de béton, il faut du ciment, de l'eau et du sable et des agrégats. Et il y a d'autres entreprises qui créent des agrégats synthétiques au lieu de les extraire à travers des minéraux, ils utilisent des processus similaires à celui qui sont employés dans la minéralisation ou l'amélioration de la méthanisation pour créer des agrégats avec des réactions qui utilisent du CO2 de l'atmosphère. Et là, on parle d'émissions qui sont absorbées. Donc, on associe d'un côté le captage de carbone à la source en évitant que ce soit libéré et on obtient une élimination. On élimine du CO2 de l'atmosphère. Donc, finalement, l'un des secteurs les plus polluants et dont il est le plus difficile d'éliminer les éliminations, qui est celui du béton, eh bien, pourrait se convertir en un secteur négatif. Donc, il n'y a pas de dilemme. On peut associer dans un seul projet des opportunités de captage du carbone et d'élimination du carbone avec des technologies plus novatrices. Donc, je ne dirais pas que ces projets sont des applications très ciblées ou de niche, car on parle de gigatonnes. Ce sont des projets de grande ampleur, comme dans le cas de la production de béton. Merci beaucoup. Donc, il y a de nombreuses options que nous avons mentionnées pour les incitations, pour le type de mesures politiques pourraient être prises et doivent être prises pour avancer dans la bonne direction. Simon a parlé, par exemple, des différences entre le captage direct de l'air et d'autres méthodes d'élimination du CO2. Quel type d'incitation devons-nous donc appliquer pour pouvoir miser sur ces alternatives et pour qu'elles soient au même niveau, en quelque sorte, qu'il y ait une parité avec les combustibles fossiles? Simon, est-ce que vous souhaitez commencer? Ensuite, Jane pourra donner son mot. Bien, le captage direct de l'air peut être une option, un filet de sécurité pour deux raisons. Tout d'abord, le coût, c'est le coût du captage direct de l'air et du stockage à long terme qui va déterminer si nous avons recours à cette technologie ou à d'autres technologies d'élimination du CO2 ou si au contraire nous misons sur une plus grande réduction des émissions. Il y a des questions d'ordre économique qu'il faut prendre en compte, mais aussi des questions sociales, environnementales, car ces installations sont si gigantesques qu'elles posent leurs propres difficultés pour les appliquer à l'échelle dont nous avons besoin. Et pour avoir un ordre d'idée, 10 gigatonnes par an, donc jusqu'à 2050, et 20 gigatonnes, donc absorbées dans la deuxième moitié, eh bien, nous parlons de quantités gigantesques. Si nous pensons qu'actuellement notre niveau d'émission est de 40 gigatonnes par an et 50 gigatonnes si l'on prend en compte d'autres gaz à effet de serre, plus du CO2. Donc, on parle d'un projet gigantesque. Et il est clair que le captage direct de l'air
en tant que tel et seul ne peut pas éliminer cette quantité d'émissions. Donc, il faut que nous pensions de façon plus stratégique et de sorte à ce que le captage direct de l'air puisse être une option d'appui, un filet de sécurité, mais que nous devons aussi opter pour d'autres options et voir celles de stockage que nous avons à notre disposition. Je ne sais pas si Jen veut ajouter quelque chose avant que je dise quelques points de gouvernance. J'ai l'habitude de dire qu'il ne veut jamais être moins cher d'éliminer du CO2 de l'atmosphère, par exemple avec l'ingénierie climatique, donc ça ne va jamais être moins cher que d'éviter les émissions. Ça, c'est un point de départ. Quand nous commençons à appliquer ces technologies à grande échelle, il faut penser à l'emplacement, mais également aux conséquences que va avoir cette application à cette échelle donnée et où donc nous allons le mettre, quelle est la source énergétique que nous allons utiliser. Et donc, il faut bien voir où sont les combustibles fossiles, car si ce que l'on veut, c'est remplacer la génération d'énergie avec des combustibles fossiles par une génération d'énergie avec des sources renouvelables. Donc, il faut être très prudent lorsque on regarde comment on utilise les centrales d'énergie renouvelable. Car, par exemple, si on prend en compte, on envisage d'installer une usine de captage direct de l'air à côté d'une centrale d'énergie renouvelable, mais qu'à côté, il y a une centrale d'énergie au charbon, ou avec qui a une vie de 10 ans, eh bien, il faudrait d'abord réduire cette centrale. Par ailleurs, on passe souvent sous silence le fait que, et moi, bien sûr, je suis très intéressée par ceci, car je suis ingénieur chimique, mais donc on a l'habitude de penser qu'il est difficile d'éviter les problèmes liés au transport, aux émissions du transport maritime, aérien. Donc, ce sont des secteurs très difficiles à décarboner, mais l'ingénierie ou le génie chimique sait depuis des années comment créer des combustibles de synthèse synthétique. Et on peut donc les créer avec de l'hydrogène et du monoxyde de carbone. On peut absorber du CO2 de l'atmosphère, l'associer avec de l'hydrogène vert et créer ainsi des combustibles. Mais ça reste très cher. Et ce n'est pas cher à cause du captage direct de l'air, mais par l'hydrogène vert, car l'électrolyse reste très chère. Donc, quoi qu'il en soit, il est important de réfléchir de manière complète sur toutes ces solutions et garder à l'esprit que c'est ainsi que l'on peut arrêter de dépendre des combustibles fossiles. C'est vrai que les biocombustibles ne vont pas être la solution, l'hydrogène vert ne va pas être la solution unique et en tant que telle, mais il ne faut pas simplement penser à l'élimination. Et il est vrai que si nous utilisons du CO2 qui n'est pas absorbé pour créer d'autres combustibles, on n'élimine pas des émissions. On est au mieux neutre. Mais il faut explorer ces alternatives. Et je sais qu'il y a des projets, par exemple, de recherche avec des entreprises d'aviation et d'aéroports en Europe qui envisagent de vendre ce type de combustible. Et enfin, on ne peut pas autant être en concurrence avec les combustibles fossiles, mais réduire notre dépendance à leur égard. Simon, vous vouliez ajouter des éléments de gouvernance. Oui, il n'est pas facile d'aborder ces sujets et savoir de quel type d'incitation nous allons avoir besoin pour avoir la bonne technologie. Jusqu'à présent, les incitations sont surtout des déductions fiscales ou des investissements directs dans la recherche. Aux États-Unis, il y a différentes initiatives financées par le gouvernement donc du pays pour éliminer du CO2, y compris avec le captage direct de l'air.
Nous savons déjà plus ou moins le type de mesures il faut appliquer et par exemple, il y a des experts à l'université Columbia et dans d'autres endroits aux États-Unis qui ont fait des études sur le type de structure de gouvernance il nous faut. Donc nous le savons déjà, mais il faut maintenant faire le travail politique et social afin de savoir comment on peut adapter cette structure de gouvernance à une application à grande échelle de ces technologies. Il y a une question liée à un élément important que vous avez mentionné tous les deux et qui est celui des emplacements de ces projets de captage direct de l'air. Car ces emplacements peuvent en quelque sorte rivaliser ou entrer en concurrence avec des ressources d'énergie renouvelables ou des ressources environnementales et que donc il faut prendre en compte des éléments de justice environnementale quand on va appliquer ou construire ces installations. Que pouvez donc nous dire à ce sujet, Simon? Eh bien, je crois que Jen peut nous apporter des informations sur les aspects techniques, mais pour ce qui est de la dimension sociale, nous parlons d'installations qui sont susceptibles d'être gigantesques et donc à chaque fois qu'on va construire une installation de cette taille, il va y avoir des doutes dans les communautés voisines, donc il faut voir comment engager les communautés dans le processus de décision de ces installations. Et donc, on peut apporter des informations sur ce que les entreprises vont apporter à ces communautés, les offres les postes d'emploi. Et il faut que ce soit dans le processus de délibération qui va être fondamental, évidemment. Mais en plus de ceci, les personnes vont avoir des préoccupations de captage direct de l'air à côté de chez eux, même si, quelle que soit la base ou non, scientifique ou non, de ces préoccupations. Donc, il faut y penser. Je pense que Jen peut donner plus d'informations techniques sur ce sujet. Dans une étude qui a été menée sur la trajectoire qu'il faut suivre en Californie pour atteindre les émissions neutres en 2045. On parlait du captage direct de l'air. J'ai participé à cette étude et nous avons regardé quel type d'opportunités nous avions pour pouvoir coupler le captage direct de l'air à des installations énergétiques. Comme je disais, jusqu'à présent, on élimine des milliers de tonnes, mais il faudrait absorber des millions de tonnes. Dans le sud de l'État de Californie referme un grand potentiel d'énergie géothermique, mais ce n'est pas une énergie géothermique d'une qualité suffisante pour générer l'électricité et il n'y a pas non plus une très forte densité de population qui permettrait d'utiliser cette électricité pour chauffer des piscines ou pour des salles de sport qui en général l'utilisation géothermique de basse qualité. Donc nous avons vu qu'il y avait nous avons donc décidé d'étudier le potentiel car toutes les technologies de captage direct de l'air ne sont pas égales. ClimateWorks fonctionne par exemple avec des technologies qui sont essentiellement thermiques, mais il y a d'autres processus et ces processus thermiques demandent une gamme de température qui se situe entre 80 et 120 degrés pour fonctionner. Donc, nous avons vu qu'il y avait le potentiel de coupler ces installations de captage direct de l'air avec ce potentiel d'énergie géothermique. Toutefois, l'énergie géothermique, en général, se trouve pas dans le type de roche nécessaire ou adéquate pour le stockage du CO2. Donc, cela soulève le problème du transport. Comment va-t-on transporter le CO2 d'un endroit à l'autre? Et nous sommes arrivés à la conclusion que pour une quantité de 5000 tonnes par an de CO2 éliminé par an, donc il n'y avait pas besoin de pipeline, qui est une chose rejetée en général, mais que l'on peut donc utiliser des camions. Et il y a des entreprises gazières qui ont une flotte suffisante et les compétences également nécessaires pour pouvoir transporter du CO2. Et donc, il est fondamental d'impliquer les communautés et leur expliquer les opportunités qui peuvent s'offrir à elles. Mais
ça reste une option à petite échelle, mais c'est quand même un pas dans la bonne direction. Et donc le plus important, c'est de voir que ces projets qui sont donc à petite échelle ou à une échelle moyenne mais suffisante pour n'ont pas besoin d'utiliser des pipelines. Par ailleurs, il faut voir ce que l'on va faire du CO2 dans dans des communautés qui ne voient peut-être pas d'un bon œil l'injection de carbone dans leur sous-sol. Donc, on peut penser à des concepts comme celui d'économie circulaire ou à reconvertir des raffineries. Et il y a d'ores et déjà beaucoup de raffineries qui, depuis des années, utilisent la catalyse, et ceci est le meilleur procédé pour transformer le CO2 en hydrogène vert, donc en combustible. Donc, ceci est une opportunité. Il y a également autre chose qui a d'ailleurs fait l'objet récemment d'une publication et qui est le fait de provoquer des réactions entre l'amiante et le CO2. Donc, dans des mines d'amiante abandonnées, il y aurait un grand potentiel pour pouvoir provoquer ces réactions entre ces deux éléments. Et donc, on ferait d'une pierre deux coups, car on éliminerait à la fois deux types de résidus. On peut aussi explorer des opportunités de réaction d'alcalinité avec du CO2, c'est-à-dire qu'on n'a pas simplement à songer au stockage, à la capacité de stockage. C'est une chose à laquelle on pense beaucoup car on le fait depuis 1972, mais il y a d'autres options. Merci beaucoup. Nous allons changer de sujet. Il y a une question sur la justice environnementale et sur les conséquences au niveau mondial de la gouvernance du captage direct de l'air. Simon a mentionné la justice environnementale. Nous savons que beaucoup des pays qui font des recherches dans ces technologies sont souvent les plus responsables de la pollution. Quel jouet donc peut jouer dans la gouvernance du captage direct de l'air les pays en développement qui ont moins contribué à cette pollution? Et comment peut-on impliquer ces pays dans le processus de gouvernance? Ah bien, la réponse la plus directe serait de dire qu'il faut poser ceci aux pays du Sud. Et justement, ce que j'aime beaucoup dans la façon de travailler de C2G et de vous, Michael, c'est que vous impliquez des experts des pays du Sud, car on ne peut pas simplement imposer la vision, l'explication des gens du Nord aux gens du Sud, ce qui se passe en général. Donc, il faut intégrer le point de vue de ces communautés également. Et je suppose qu'il y a des gens dans les pays du Sud qui ne veulent pas se voir imposer ce type d'alternative pour qu'en quelque sorte elles servent d'excuse à des pays qui polluent de ne pas déployer assez d'efforts pour réduire les émissions. D'autres miseront pour l'application de ces technologies parce que il y a rien vraiment d'autre qui marche, et d'autres pourront y voir d'intéressantes opportunités économiques. Mais de toute façon, il est fondamental de commencer à les engager dans le débat, car et il faut qu'elles fassent entendre leur voix dans ces options d'élimination du CO2. Jen, nous avons besoin de plus de données. Bien sûr, moi je pense comme ingénieur. Et je me demande comment on peut remettre sur pied des projets. Et pour ceci, il faut savoir de quelles ressources on dispose, quel potentiel y a-t-il, par exemple, de résidus de biomasse agricole et dans quelle région nous avons cartographié les caractéristiques du sol pour voir où on pouvait stocker du carbone. Savons-nous où est-ce qu'il y a des activités minières, etc. C'est-à-dire que il faut savoir où se trouvent les opportunités, et on peut peut-être envisager des questions comme la création d'emplois. En Californie, il y a une réglementation sur les combustibles à faible teneur en carbone, et ils sont ravis de payer à toute personne $200 pour tonne de carbone qui peut leur servir pour compenser ce qu'ils génèrent en transport. Et
le stockage de carbone n'est pas nécessairement fait dans ces pays où, qui émettent plus. Il peut peut-être aussi se faire dans d'autres endroits et ceci peut ouvrir d'autres opportunités. Il nous reste 5 minutes. J'aimerais que nous répondions à deux questions, l'une qui est d'ordre technique et l'autre d'ordre plus général. Donc, voici la question technique qui nous est posée par Toby et qui demande quels sont les inconvénients, les avantages de l'utilisation d'absorbants liquides ou solides dans le captage direct de l'air, et également quelle est votre opinion sur les nouvelles technologies d'électroswing et d'électrochimie. Les trois approches sont intéressantes car il va falloir besoin de tout, donc il n'y a pas une approche qui prime sur les autres. Il n'y a pas une solution facile, car si c'était le cas, nous l'aurions déjà trouvé. Donc, il faut commencer pas à pas, en partant depuis la base et en sachant que il y a des ressources énergétiques à notre disposition et il faut savoir où l'on peut utiliser ou mettre le CO2, car ça veut dire que on pourra savoir la quantité de CO2 qu'on pourra injecter par an. Et on a besoin de savoir la quantité de CO2 qu'on peut injecter par an pour savoir combien de CO2 on va pouvoir éliminer de l'atmosphère par an. Ce sont deux questions qui sont absolument indissociables. Et il est clair qu'il y a une approche avec un sorbant qui absorbe à peine des milliers de tonnes par an, mais il y a des sorbants solides qui absorbent des millions de tonnes par an. Et donc il y a un processus qui est donc modulaire et l'autre qui demande de grandes installations. Et il n'y en a pas un qui soit meilleur que l'autre, mais ils ont besoin chacun de leurs propres intrants, et donc vont être plus ou moins adéquats en fonction de la région où ça va être implanté, car il va nous falloir tout un tas de solutions. Et donc, comme je le disais, il n'y a pas un gagnant. Certaines personnes vont dire, si nous avons une approche qui est capable d'absorber 1 million de tonnes par an, pourquoi allons nous utiliser l'autre approche qui absorbe à peine des milliers de CO2 par an? Mais Climeworks utilise une approche modulaire. Regardez ce qui s'est passé par exemple avec l'ordinateur ou le téléphone dont les coûts se sont effondrés dans les dernières années, et de même que ça a été le cas avec l'énergie photovoltaïque dont les coûts ont été réduits, certes, grâce aux subventions, à des politiques, pas nécessairement au développement technologique. C'est-à-dire qu'il faut explorer toutes les options que nous avons à notre disposition pour pouvoir réduire les coûts. Et peut-être qu'une option va demander plus de temps pour être construite, développée, et demande plus d'investissement, mais finalement va pouvoir plus réduire d'émissions de l'atmosphère, alors que l'autre est peut-être plus cher, mais a un potentiel de réduire les coûts beaucoup plus rapide. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir à notre disposition cet éventail d'options. Par exemple, celle qui est purement électrique, l'électroswing est très intéressant, car jusqu'à présent, les options qui ont été appliquées sont surtout basées sur l'énergie thermique, ce qui veut dire ça n'entrera pas en concurrence avec d'autres ressources énergétiques. Mais il y a une grande différence avec l'électroswing, car celui-ci peut s'éteindre et s'allumer, donc peut être lié à des énergies renouvelables, car ce n'est pas grave que l'énergie soit intermittente, alors que si on a avec l'énergie technique, on ne peut pas éteindre et allumer ces installations, car ceci se traduirait par une énorme perte d'efficacité. Donc, il n'y a pas une approche qui prime sur les autres, il nous les faut toutes, car chacune a ses caractéristiques. Merci beaucoup. Il nous reste 1 minute. Nous allons un petit peu dépasser. Si vous pouvez rester avec nous. Donc, la dernière question. Simon, vous avez parlé dans votre présentation que le captage direct du carbone de l'air et du stockage est un bien public qui devrait être utilisé au nom de l'intérêt public. Donc, quel type de mesures et normatives et politiques on a parlé des mesures politiques et des normatives qui veulent être appliquées, mais qu'en est-il du récit qui est lié à cette technologie? Comment devrait-on parler de ce captage direct de l'air pour que l'idée se propage? Actuellement,
nous voyons un exemple très clair avec le vaccin dont on a besoin pour lutter contre la Covid et nous voyons qu'il y a beaucoup d'argent qu'ont mis les gouvernements, les entreprises qui redoublent d'efforts pour avoir quelque chose qui serait un bien commun. Et je crois que cette même approche doit être appliquée pour éliminer du CO2 car c'est quelque chose que dont nous allons tous avoir besoin. Jen, vous avez une opinion? Oui, au cours de l'année dernière, plus de 100 entreprises se sont engagées à, à atteindre la neutralité carbone des émissions, donc, et même des entreprises comme Microsoft se sont engagées à éliminer du CO2 pour faire face aux émissions résiduelles. Je pense qu'il y a un grand élan et qu'il est intéressant de voir ces entreprises disposées à investir maintenant pour que finalement tout le monde puisse se permettre cette technologie car nous en avons besoin. Et actuellement, il n'y a que quelques acteurs qui ont accès à ces investissements dans ces technologies. Mais si nous investissons maintenant et nous avons les bonnes politiques et mesures et un système de gouvernance adéquat, nous pouvons ces entreprises peuvent investir maintenant pour que tous, finalement, puissions avoir accès à ceci. Une question très rapide de Ted qui travaille sur des approches thermiques du captage direct de l'air, mais qui n'a pas assez d'experts dans son université et qui demande donc où il peut trouver des connaissances techniques en termes physiques, par exemple, et technologiques, dont il a besoin pour avancer dans sa recherche. Il y a une communauté qui s'appelle Air Myers et qui organise des séminaires et qui a créé un réseau qui peut être intéressant pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur ce sujet et également qui peuvent ainsi collaborer avec différents groupes qui sont présents dans ce réseau. Donc, j'incite tous ceux qui veulent en savoir plus à chercher des informations complémentaires sur ce réseau. Bien, merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous, d'avoir répondu aux questions et d'avoir fait ces présentations fantastiques. J'espère que ceci a servi à nos participants à en savoir plus pour mieux comprendre aussi ce qu'est la capture directe de l'air et s'ils veulent plus d'informations ou souhaitent assister à d'autres activités, qu'ils aillent sur notre page web c2g.net. Vous allez aussi voir apparaître à la fin du webinaire un sondage sur votre écran que vous pouvez remplir et vos commentaires pourront nous aider à améliorer nos présentations. Merci aussi à tous nos collègues qui sont derrière l'écran et qui font en sorte que tout fonctionne très bien. Et donc, merci beaucoup et à très bientôt.